Donc, on vous rencontre aujourd'hui ici, près de la chapelle du Vieux-Bourg, sur la commune de Fréhel, près du cap du même nom, pour une petite interview estivale pour le site d'information braisinfo.com. Donc on va vous poser quelques questions diverses et variées. Donc tout d'abord, on voulait connaître votre rapport un peu à la Bretagne. Donc vous passez vos vacances ici depuis plusieurs années. Depuis 1950 au moins, voyez-vous, ça fait un bail, hein. Oui. Et comment vous êtes, qu'est-ce qui vous a conduit sur les terres bretonnes? Pourquoi Alors vous y êtes intéressé? on va essayer d'être bref quand même. D'abord j'aime la mer et je suis un peu marin de plaisance bien entendu, tout en étant un marin de guerre, un réserviste. Mais, donc la mer, je préfère la mer froide à la mer chaude. La Bretagne, c'est la mer froide. Et à mon avis, c'est là qu'on doit reprendre la voile. C'est là que tout a commencé. La mer et la France, c'est par la Bretagne que ça commence. Voilà. Une petite rectification qui va intéresser les Bretons qui vous écoutent. Vous m'avez parlé de la commune de Fréhel. Pour moi et pour beaucoup de gens d'ici, ça n'existe pas, la commune de Fréhel. Vous savez peut-être qu'elle s'appelait Pleyerel autrefois. C'est son nom en vérité. Ici c'était la chapelle qui est près de laquelle nous sommes, était l'église du Vieux-Bourg de Pleyerel. Après l'autre a été construite, mais on a débaptisé, on a rayé un village de la carte qui s'appelle Pleyerel et on l'a baptisé Fréhel en décidant on a rayé complètement l'histoire d'un village qui est relativement importante, où il s'est passé des choses, etc. C'est incroyable. Alors je proteste à chaque fois vivement. Vous êtes ici à Pleyerel et pas à Fréhel. Fréhel, c'est le cap. Très bien, voilà, il est derrière nous d'ailleurs, il est superbe. Je l'ai franchi plusieurs fois, c'est pas le Cap Horn aussi que j'ai franchi, mais c'est un plaisir de franchir le Cap Fréhel, c'est pas très dangereux. Si je vous parle d'Anatole Lebras, Xavier Graal, Glenn Mort, voire Olière Mordrel, avez-vous des écrivains bretons qui vous ont inspiré, des gens qui ont parlé de la voix bretonne? Mordrel, le Bras, je ne connais pas très bien. En fait, je ne suis pas breton, moi. Je le regrette d'ailleurs. Je trouve que je suis bêtement habité un type de Provence qui est venu habiter Paris avec ses parents autrefois. Et j'aimerais bien un breton. Je sais pas pour saluer les Bretons, c'est pas ça. C'est que les Bretons, c'est une vraie patrie. Et que à l'époque comment dirais-je, où la notion de patrie charnelle, j'aime pas ce mot de racine qu'on emploie à tout berzingue, les relations charnelles avec le passé, la terre, le côté sacré du passé, de la transmission des choses, c'est ça la patrie. Or cette notion-là n'existe plus sur le plan français. D'ailleurs on ne dit plus la France maintenant, on dit la République, n'est-ce pas? Les élèves de la République sont les petits Français, c'est fini, on dit la France. L'armée, c'est l'armée de la République, les écoles de la République, non, c'est la France, voilà. Et la Bretagne, c'est autre chose, c'est la Bretagne, c'est une vraie patrie. Et j'admire beaucoup les Bretons, et je les envie d'avoir la chance, parce qu'il y a actuellement une nette vision d'une communauté bretonne importante. Alors le Mordrel, ou je ne sais plus dont vous me parlez, c'est l'autonomiste. Exactement. Oui, c'est ça, je connais bien l'histoire des autonomistes. Mais pas francophobe pour autant. Non, je sais. Je les connais pas, non, mais je connais très bien l'histoire de l'autonomisme breton, qui est d'ailleurs assez passionnante. Puis je suis lecteur de quelqu'un qui s'appelle Michel Mort, qui est un académicien, il est mort maintenant, il s'appelait M-O-H-R-T, et breton, je suis pur breton, et qui avait écrit un roman absolument magnifique sur l'autonomie bretonne, voilà. D'accord, très bien. On va bouger un petit peu d'endroit et on voulait savoir d'où venait votre intérêt pour la Patagonie et les terres australes. Alors ça, écoutez, c'est un peu compliqué, mais c'est ma vie. Au début, j'ai toujours été un mauvais élève. Je savais des tas de choses, mais je ne foutais rien. Voilà. Et j'ai fait de mauvaises études.
je n'ai pas le bac. J'ai juste la première partie qui vaut exactement au moins maintenant une licence d'agrégation, si je puis dire maintenant. Non, mais donc n'ayant pas le bac, je n'ai pas fait d'études universitaires et ne foutant rien du tout, ne fichant rien, mais ayant dans ma tête pas mal de choses, je suis parti faire une première expédition en canot de Québec à la Nouvelle-Orléans. Voilà, c'est le voyage des découvreurs français, Marquette, Cavalier de la Salle. C'est l'épopée de la France là-bas, l'Amérique française, dans le XVIIe siècle. Voilà. On était 4 chefs scouts. J'ai été très scout, moi. C'est une formation que je n'ai pas manqué. Et on a fait ce voyage qui a été un énorme succès. Sur le plan médiatique, on ne prononce pas ce mot-là de ce temps-là. Et en revenant, on m'a demandé des articles de journaux, des choses comme ça, j'ai écrit. Et de fil en aiguille, je me suis dit, que faire? Refaire un autre voyage. Et après, le suivant, c'était en 51, l'autre était en 49. Le suivant, c'était Terre de Feu, Alaska, en automobile. Un raid qui a eu un très gros retentissement. Il faut dire que les années 1950 étaient autrement, comment dirais, enthousiasmantes à vivre que celles que l'on vit maintenant. Tout était possible, tout était à faire. Et on pouvait avoir toutes les formes d'espérance. Moi, c'était le voyage et l'exploration. J'appartiens d'ailleurs toujours à la Société des explorateurs français. Voilà. Et je suis donc allé en Terre de Feu pour la première fois. On y a séjourné longtemps avec notre équipe, nos voitures. Et c'est un coup au cœur, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait la connaissance d'un ethnologue, José Ampérer, qui était le spécialiste des derniers Indiens nomades de la mer de Terre de Feu. Et puis après, j'ai appris l'existence d'un aventurier français qui avait régné sur la Patagonie, qui s'était fait proclamer roi par les Indiens, qui n'avait régné, Antoine de Tounas, qui n'avait en 1860, et qui n'a régné que quelques mois, qui a été arrêté, puis expulsé, etc. Enfin, c'est une très belle histoire. Et la Patagonie est devenue quelque chose une sorte de patrie littéraire, d'univers, etc. Je ne suis pas allé tout le temps, mais je suis allé souvent, la première fois en 51, la dernière fois en l'an 2000. Je connais beaucoup de choses, j'ai écrit beaucoup de livres. Et comment dirais-je, une partie importante de mes livres vient de là. Voilà. La Patagonie, c'est une Bretagne où il n'y aurait pas de Bretons. C'est vide, la Patagonie, si vous voulez. Il n'y a quasiment pas d'habitants, encore maintenant, surtout dans le sud. Voilà. Et c'est, comment dirais-je, je ne vais pas dire d'ailleurs que le Cap Frêle ressemble au Cap Horn, non, n'exagérons rien, bien entendu. Mais enfin, il y a par moment, quand on a des amas, ces amas rocheux qu'il y a beaucoup dans les côtes de la Manche, etc., des archipels de cailloux, etc., les abords des Minquiers, des choses comme ça, ça a un côté assez rude et assez inattendu, comme la Patagonie. Et quand le temps est vraiment vilain ici, en Bretagne, on voit des temps patagons. Non, aucun, non. Le Clandestin, en tout cas pas. Le Clandestin est une œuvre à part, il est seul de son espèce à l'intérieur de mes livres. Voilà, mes romans sont différents, il est seul. Le Clandestin, c'est pas compliqué, mais tout le monde, enfin, la plupart des auditeurs de Braise Info ont lu Le Clandestin, qui est un livre qui est paru en 1973 et qui continue à fonctionner, puisque Le Clandestin, chose extraordinaire, a déjà raconté tout ce qui se passe et surtout tout ce qui va se passer, c'est-à-dire l'envahissement de l'Occident par le tiers-monde. C'était ça à peu près. Voilà. Le Clandestin est un ouvrage, je ne peux pas dire qu'il a été inspiré, mais dont l'écriture est assez étrange. C'est-à-dire que
je me suis mis à ma table, à ce moment j'écrivais, mais pas beaucoup, hein, 172 j'ai écrit ça. Je suis mis à ma table de travail, c'était en Méditerranée, quelqu'un m'avait prêté une maison, et il y avait la mer Méditerranée, toujours vide naturellement, et j'ai dit, et s'ils arrivaient, ils, sans savoir qui c'était. Et à ce moment-là, tout est venu, et j'ai raconté comment un jour, des millions et des millions de gens arrivaient par bateau, s'échouaient, etc., etc., etc. Pas de dessin, c'est dans le camp dessin. Or, c'est exactement ce qui s'est passé, y compris toutes les réactions des élites, des gouvernements, la lâcheté. Le camp dessin est en partie, c'est un roman puisque c'est inventé, mais je me mettais au travail le soir sans savoir ce que j'allais écrire le lendemain, et tout est venu comme ça. Il y a un mystère, un certain mystère ou une question à laquelle je ne peux pas répondre dans la création du camp dessin. Je n'ai pas dit un jour, je vais l'inventer, non. C'est arrivé un déclic et l'écriture a été très facile et tout venait. Et l'étonnant de ce livre, c'est vrai, c'est qu'il raconte même textuellement des conduites de personnages importants ont eu. Par exemple, on a remarqué ces temps-ci que la présence du pape dans le camp dessin, il y a un pape, n'est-ce pas? Ce pape, naturellement, prend parti pour la protection et l'approbation totale de la venue de tous ces gens qui arrivent. Or, il se trouve qu'en ce moment, nous avons un pape qui profère exactement la même chose. Pour ce qui est de toutes les déclarations que tant de philosophes ont fait au bout du compte et de l'humanitaire, le camp dessin les avait écrites avant qu'eux-mêmes les trouvent. Voilà, j'arrête avec ça parce que je peux être interminable sur le camp dessin. Mais c'est qu'il faut dire, peut-être aux lecteurs qui l'ont déjà lu, vous savez qu'il y a eu des centaines de milliers de lecteurs, ce livre. Hein. D'ailleurs, comment dirais-je, dès qu'il y a des migrants, le problème remonte, immédiatement le camp dessin est retiré, j'en suis un peu... Enfin retiré, on le tirage, j'en suis un peu honteux d'une certaine façon. Et le camp dessin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas à la fin du livre, c'est maintenant que le camp dessin commence, maintenant. On ne peut pas mélanger, parce qu'en fait, c'est l'erreur que l'on fait, le problème de l'islam, du djihad, etc. On ne peut pas le mélanger, ça n'a rien à voir avec le problème des migrants. Voilà. Déjà, c'est un fait. C'est deux problèmes qui se traitent complètement différemment. Si on arrive à les traiter, d'ailleurs. Bon. Le problème de l'islam, c'est un problème particulier. Il est assez clair, en fait. Si on voulait, il est clair. Si on voulait, en 2 mois, l'Occident dit non, et prend les mesures nécessaires et boucle tout. C'est très facile à faire, hein. Très facile, voilà. Bon, évidemment, ça sera un peu dur, mais comment dirais-je, c'est enfantin, même si je puis dire. Il y a eu des grandes migrations de population qui ont été organisées pour remettre de l'ordre en Europe en 1945-46. Bon. Voilà. Tandis que le problème de l'arrivée continue des migrants, c'est beaucoup plus difficile. Parce que le problème est le suivant, c'est le problème du camp dessin, en fait. Et de tout ça, ils sont faibles, ils sont très nombreux, ils sont pauvres, hein, ils viennent chercher un monde meilleur. Qu'est-ce que vous faites? Vous les accueillez? Si vous les accueillez, vous faites preuve de faiblesse, et il en arrive des millions en plus. Vous voulez les arrêter, alors qu'est-ce que vous faites? Vous tirez dans le tas? Hein? Vous allez tirer sur les femmes, les enfants? Vous allez tirer? Qu'est-ce que vous faites? C'est le problème. On est piégé entre ces deux, on est pris entre ces deux choses. Il y a certainement d'autres solutions. Mais en tout cas, le problème ne fait que commencer. Alors je croyais, moi, personnellement, à un moment, que le camp dessin qui avait tout raconté, c'est presque assez miraculeux cette histoire. Quand dessin qui avait tout raconté se terminait là, que c'était fini. Or, je m'aperçois, et d'autres avec moi, qu'en fait, non, le livre recommence
et on va voir enfin, peut-être, la vérité. C'est-à-dire, la vérité, vous l'aurez dans les années 2045, 2050 à peu près. C'est-à-dire, va-t-on être absorbé ou va-t-on réagir? Voilà. Je n'ai rien d'autre à vous dire sur ce propos. D'accord, très bien. Une question plus générale qui intéressera sûrement la jeunesse. Jean Raspail, avez-vous connu la transcendance au cours de votre vie et quelle flamme a éclairé votre chemin? Ah oui, ça c'est une question philosophique intéressante, mais je ne suis pas philosophe. Je ne suis pas non plus, comment dirais-je, je ne suis pas gourou, hein, je ne suis pas, non. Mais la transcendance est permanente en fait. N'importe quel, je crois que n'importe quel individu, être humain normalement constitué, avec des sentiments, un cœur, un cervelle, un cerveau, du courage, etc., différentes choses, est habité par la transcendance et l'art de se surpasser et de se voir ailleurs. C'est bien évident, ça. C'est une bouée de sauvetage. Hein. Encore faut-il qu'elle réponde à quelque chose, bien sûr. Mais la transcendance, ça se mélange avec le caractère, le côté sacré des choses, par exemple. Qui se perd. Comment? Qui se perd. Le caractère sacré qui se perd. Oui, tout. Mais quand je vous parlais tout à l'heure des Bretons, leur mémoire, la mémoire bretonne a quelque chose de sacré. D'abord parce qu'elle est très souvent assez liée à la religion. Je n'ai pas dit à l'Église, d'ailleurs. J'ai dit à la religion, ou même aux religions, puisque les Bretons ont enfilé 2 ou 3 l'une derrière l'autre, n'est-ce pas? Intelligemment. Non. C'est inhérent à l'homme. C'est inhérent. Moi, j'ai vécu avec ça. Même comme M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir, vous savez, dans le Bourgeois gentilhomme, moi, j'ai toujours fait de la transcendance sans jamais comprendre la signification de ce mot, tout au moins au début. C'est vrai. D'accord, très bien. Nous allons maintenant passer sur la partie sur l'actualité. Donc, une première question. Sur TV Liberté, en janvier 2015, vous affirmiez qu'il y a un communautarisme basque, qu'il n'y a pas de communautarisme breton, et que ça ne saurait tarder. Qu'il y a un communautarisme musulman qui se transforme en communautarisme islamique. Après coup, pensez-vous finalement que le modèle communautaire, un peu à l'instar de ce que prônait Jean Mabir avec les patries charnelles par exemple, serait la meilleure alternative à la République française? La République, qu'est-ce que c'est la République? Ah, la République. Bon, la République, oui. Excusez-moi. Non, je me fous de la République. C'est la France. Bon. Oui, non. J'ai très bien compris votre question parce que d'ailleurs, c'est une question qu'on tourne dans sa tête, justement. Je pense que c'est automatique et que ça se fera automatiquement parce que c'est le comment dirais-je, c'est le chemin naturel, le seul chemin naturel qui s'ouvre à un avenir tolérable, n'est-ce pas? Je ne parle pas d'avenir matériel, non, bien entendu. Puisque la patrie française est incapable de fédérer, je ne parle même pas de fédérer comment dirais-je, ces migrants, ces naturalisés, ces nouveaux Français, non, mais de continuer à fédérer les Français eux-mêmes, qui se sont plus solidaires les uns des autres. Bon. Eh bien, le seul relais possible, c'est le clan. C'est l'histoire des Écossais, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que l'Écosse? C'est des clans. Voilà. J'aime beaucoup ce mot, moi, clan. Voilà. Avec, le communautarisme, ce sont des clans. Alors on dit ça fractionne le pays. Non, pas du tout. C'est comme une mosaïque, ça peut au contraire le renforcer. Et puisque comment dirais-je, le clan français, où il ne devrait y en avoir qu'un, le clan français n'est plus rien du tout qu'un tissu pourri, n'est-ce pas, qui se délite complètement de façon honteuse et triste, donc il doit être remplacé par d'autres particularismes et patries qui sont le communautarisme. Alors, c'est pas tellement face au communautarisme musulman, certainement, mais face
à tout ce qui arrive d'étrangers, de différents et de négatifs dans notre pays qui vient totalement changer, vous comprenez? Et ça, j'en suis persuadé. Je l'ai écrit dans le clandestin, dans la préface, pardon. La préface de la dernière édition de 2011, c'est que la seule solution, c'est le communautarisme. Mais ça peut être aussi bien un communautariste breton qu'un communautariste catholique, par exemple, ou qu'un communautariste, ou les deux en même temps, enfin. Ça peut être à la fois un communautariste d'idées, un communautariste géographique, un communautariste professionnel, tout ce qu'on veut. Mais il faut créer des clans à la hâte. Enfin, ils se feront tout seuls. Êtes-vous toujours royaliste et la masse est-elle encore sauvable? Je suis toujours royaliste, mais sans espoir. Ça, je peux vous dire que malheureusement, c'est dommage parce que qu'est-ce que c'est le roi? C'est quelqu'un qui incarne la nation. C'est pas quelqu'un qui c'est pas un roi de droit divin, c'est fini tout ça. C'est quelqu'un qui incarne la nation. C'est justement, il vient directement de la transcendance, le roi. Je me souviens d'avoir vu à la télévision il y a environ 15 ou 20 ans, je pense, Anne Sinclair, qui était la célèbre intervieweuse de TF1, qui interviewait le prince Charles d'Angleterre. Et à un moment, elle lui dit, écoutez, monseigneur, vous ne trouvez pas que c'est complètement démodé, inutile la royauté aujourd'hui? C'était très maladroit de sa part, qui est assez curieux de la part de quelqu'un d'intelligent. Vous ne trouvez pas que c'est complètement démodé? Enfin, à quoi ça sert et pourquoi? Il lui a dit, il a interrompu, il a fait « Madame ». Puis il a marqué un temps d'arrêt, en la laissant un peu patauger, un temps d'arrêt. « Madame, dois-je vous rappeler que dans la royauté, la monarchie, il y a une étincelle de sacré et de divin. » Top! Elle a été complètement estomaquée. À ce moment-là, je me suis levé de ma chaise et j'ai dit « Merci, monseigneur ». En fait, il avait tout dit. Voilà. C'est ça. Et c'est ça le roi. Qu'il soit d'Angleterre, du Danemark, de tout ce qu'on veut. C'est ça. Voilà. Mais je ne crois pas, malheureusement, je crois que le cordon ombilical entre le transcendantal royaliste et l'éducation républicaine depuis 100 ans, je crois que le cordon ombilical est totalement coupé, voyez-vous. Mais enfin, ça fait rien. C'est un beau rêve, vous savez. C'est bien d'avoir ça en soi, j'aime bien. Ça se borde là. Dans une intervention vidéo destinée au colloque de l'Institut Iliade le 9 avril dernier, oui, vous repreniez les mots de Jean Cau en disant que la vraie droite n'est pas dissible. Pensez-vous que ceci peut changer si l'actualité s'accélère, ou alors le point de non-retour est-il franchi? D'abord, il faut supprimer. Je ne suis pas le seul à le dire, hein. Même Finkielkraut l'a dit aussi, et d'autres. Hein. Il faut supprimer toute interdiction de la liberté d'expression. Il faut abolir la loi Pleven, la loi Guesso, les lois Taubira, les lois, il y a 7 ou 8 lois qui restreignent énormément la liberté d'expression, qui sont des lois où non seulement on vous interdit d'employer certains mots et de déployer certaines idées, mais on vous interdit même comment dirais-je, d'y penser à l'intérieur, et on vous soupçonne. C'est terrifiant, ces histoires. Moi, j'y ai échappé, je dois dire. J'ai été poursuivi 2 ou 3 fois, mais il y a toujours eu des non-lieux. Il faut rétablir la liberté d'expression totale. Elle n'est pas perdue depuis tellement longtemps, contrairement à ce qu'on croit. Si on considère la façon dont les gens disaient la vérité de ce qu'ils pensaient il y a une centaine d'années, même un peu après, on est étonné par la liberté. Des gens comme Léon Daudet ou d'autres, ou Jaurès de l'autre côté, ils disaient parfaitement ce qu'ils pensaient. On ne peut plus. D'un autre côté, il faut également supprimer les interdictions de vocabulaire. Il faut être libre parce que si on n'a pas les mots et qu'on n'a pas le droit d'utiliser les idées,
comment le dire? La droite n'est pas d'ici parce que dans ces cas-là, elle se heurte perpétuellement à des interdictions, des critiques, parce qu'il est établi qu'on ne doit pas parler comme ça. Voilà. Et quand on se met à le faire, immédiatement c'est une calamité. Voilà. D'un autre côté, il y a un certain nombre d'idées de droite, mais comme d'autres idées de gauche, qui sont quelquefois un peu dures à avaler, n'est-ce pas? Voilà, ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses. Dans le camp des saints, l'immigration est envisagée, mais pas l'islam. Vous précisiez dans une interview que le nombre est plus important que l'islam. L'islamisme radical et l'islam politique, finalement, ne seraient-ils pas les meilleurs arguments des patriotes européens à l'heure actuelle? L'islam politique et l'islamisme radical serait une bonne solution, non? Pourrait finalement servir les arguments des patriotes européens. Le fait qu'ils commencent à nous permettre, je vais faire de la droite disciple, nous emmerder, n'est-ce pas? Et quelque part, ça serait plus important que l'immigration. Oui, c'est bien possible. C'est bien possible. Vous voulez dire par là peut-être que s'ils continuent à accumuler les horreurs, voilà, ils auront des retours de bâton. Oui, c'est probable. Je le souhaite vivement, mais croyez-moi, on n'en prend pas le chemin. Notre mère, la Sainte Église catholique française, a immédiatement pris une solution qui est la solution de pardon total. Bon, alors, continuons comme ça. Ils sont, mais non, ils sont pardonnés, mais non, pas. Sont nos frères, on les aime. Continuons. Ça, en face, ils ricanent. Non. Et je suis effaré par le côté, mais pas lâche, ce n'est pas vrai, surtout pas. Mais le côté fataliste et comment dirais-je, épuisé de la population à ce propos. Bon, on tue 100 personnes dans un attentat. Qu'est-ce que font les Français? Non. Eh bien, je vais vous dire, les hommes politiques disent c'est une honte, c'est condamnable, nous allons, etc., etc. Après quoi, tout le monde se précipite. Pourquoi? Non pas pour aller manifester devant l'ambassade du Qatar ou de l'Arabie Saoudite. Ils ne vont pas manifester devant une mosquée ou des choses comme ça. Ils ne défilent pas avec des pancartes en réclamant, non. Ils vont immédiatement allumer des bougies, poser des bouquets de fleurs, faire des défilés. Et bon, peut-être tout ça vient d'un naturel généreux, mais c'est se laver les mains de cette affaire. C'est pas une réaction, ça. On dit le peuple français réagit très bien. Pas du tout. Le peuple français ne réagit pas. Le peuple français met des fleurs, fait des beaux articles, dit qu'il faut pardonner, etc., etc., dit qu'il faut en accueillir d'autres, que ça va s'arranger, qu'il faut ceci, cela, faire un islam de France et tout, enfin, c'est pas la peine, vous avez compris, tout le monde. Bon, eh ben, c'est pas ça qu'il faut faire. On dit non. On dit non. Non à quoi? Ben non, on dit non. J'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. C'est très bien. En ce qui concerne cette crise migratoire et l'islamisation, pensez-vous personnellement que la situation échappe complètement aux gouvernants, ils ne maîtrisent plus rien du tout, ou qu'au contraire que cela sert des intérêts particuliers dont on ignore les tenants? Ça, écoutez, je ne peux pas vous répondre. Attention, je ne suis pas un expert politique, moi, ni un spécialiste. Hein. Moi, je suis un romancier qui a des idées, des convictions. Alors, c'est le genre de question qui est un petit peu, j'ai pas envie de faire un cours là-dessus, j'en serais incapable d'ailleurs. Mais je crois que les gouvernements sont lâches. Voilà. Deux choses. Un, ils ne voient pas la gravité, ils ne veulent pas voir la gravité de la situation. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils manquent d'imagination, ils manquent d'intelligence,
Et puis dans un certain sens, on revient à votre mot là, il manque de transcendance. Ils ne comprennent pas ce genre de choses. Ils ne comprennent pas où est la souffrance des Français intérieure. Ils ne comprennent pas, ils ne voient rien du tout. Voilà. On n'a pas de dirigeants qu'on mérite. Absolument pas. Aucun. Oh, il y a encore, on a eu quelques-uns autrefois, c'est vrai. Non. Donc je ne pense pas qu'il y ait des intérêts particuliers dans cette affaire. Qu'on soit manipulé par le monde de l'argent, peut-être que ça joue, oui, c'est vrai, certes, mais je ne pense pas que ce soit le motif principal. C'est que les gouvernements ils ne peuvent pas en plus, ils trouveraient scandaleux et inadmissible de lutter contre la bonté, la charité, comment dirais-je, il faut aider les autres, il faut accueillir l'autre, vous savez, l'autre, toujours l'autre, celui pour lequel il faut tout faire, que j'ai appelé dans le préface du Camp des Saints Big Other, celui qui dirige tout, c'est l'autre. Il faut être très bien avec l'autre, il faut faire attention à l'autre. Il est gentil l'autre, il faut l'accueillir l'autre, etc., 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 etc. Ils sont piégés dans cette guimauve. Ils n'en sortiront jamais. Quel est le scénario le plus plausible selon vous dans les années qui viennent pour l'Europe occidentale? Voir la préface de 2011 du Camp des Saints, probablement violente. Je n'en sais rien. Moi, j'ajoute uniquement par intuition, hein. Mais probablement violente. Et dans les années 45, 50, 55, où le basculement démographique aura joué. Voilà. Où nous sommes devenus minoritaires. Plus léger maintenant, si vous aviez 20 ans aujourd'hui, en 2016, choisiriez-vous le voyage ou alors l'heure est à l'enracinement? Si j'avais 20 ans, comment? Maintenant? Aujourd'hui. Oh là, quelle question. Ça, je ne peux pas répondre parce que je veux dire, on n'a pas le droit de dire ça aux jeunes gens. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Il ne faut pas. C'est pas. Je pense qu'on n'a pas le droit de dire ça. On peut donner un certain nombre d'idées, etc., mais on ne peut pas dire, voilà ce que si j'avais 20 ans, c'est d'abord, je n'en sais rien. J'en sais rien, ce sont les circonstances qui font les choses. Si j'avais 20 ans, je ne partirais certainement pas pour des causes humanitaires non belligérantes. En ce moment, parce qu'on parle beaucoup les chrétiens d'Orient, bien entendu, c'est évident. On dit on fait beaucoup pour eux. Pas vrai. Faux. Faux. Entièrement faux. Ça, encore une fois, vous m'entraînez un peu trop loin, mais on leur envoie des infirmiers, des machins, etc. De tout, de l'argent pour leurs écoles. Mais tout ça, c'est très bien. Il faut le faire, des convois. Mais ils l'ont dit d'ailleurs, certains. C'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin de gens qui viennent nous défendre et pas de gens qui viennent nous aider. Or, il y a un faible très faible courant. Mais encore une fois, c'est trop facile pour moi de dire ça. C'est pour ça que je ne veux pas répondre à ce genre de questions. Mais je constate que on les aide peut-être, mais on ne les défend pas. Et d'ailleurs, cela a été dit par le patriarche des Coptes irakiens. Il l'a dit, ça. On n'a pas besoin d'être aidé, on veut être défendu. Qu'on nous envoie des défenseurs. Et quand il y a eu la fameuse guerre d'Espagne, hein, dans les années 33 par là, vous aviez les communistes, la droite et la gauche, c'était clair et net. Hein. Bon, mais les brigades internationales qui ont aidé les troupes républicaines espagnoles, ils les aidaient pas, ils les défendaient. Ils ont envoyé des combattants, ils n'ont pas envoyé des infirmiers ou des convoyeurs de camions pharmaceutiques. Non, pas du tout. Mais ce qui c'est que ça s'est passé de la même façon de l'autre côté. Il y a également des brigades internationales du côté franquiste. Voilà. Mais c'est également des combattants. On n'a pas envoyé des gens qui aident. Maintenant, c'est l'aide, toujours l'aide. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le gouvernement ne pense qu'à ça, mais non. Agir, non.
Si nos contrées d'Europe occidentale devaient disparaître sous le mondialisme, l'immigration, catastrophe, voire la guerre civile, c'est une catastrophe. Quelle terre d'exil choisiriez-vous aujourd'hui? C'est une question intéressante pour les jeunes. Écoutez, ça, j'ai même plus besoin de me poser la question. Et en 91 ans, bientôt 12, n'est-ce pas? Je ne vais pas vivre encore très longtemps, donc je dois avoir bien une terre d'exil quelque part, vous voyez. Et pour conclure sur un message d'espérance cet entretien, quel est le conseil que vous donneriez aux jeunes d'Europe, aux jeunes qui se battent aujourd'hui pour l'Europe occidentale et pour l'Europe tout court, pour tenir bon face à tous les maux qui se dressent devant nous? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut qu'ils soient catholiques. Je pense qu'il faut que la religion soude tout ça. Je ne suis pas très pratiquant, hein. C'est pas parce que je vous viens prier invité devant une chapelle, mais je crois ça. C'est le côté sacré de ancien de l'Europe qui sauvera. C'est comme ça que ça sera. Avec l'aide des moines, par exemple. Ce sont les moines qui sauveront l'Europe. C'est eux qui maintiennent beaucoup de choses. C'est eux qui sont des pôles, etc. Et, les jeunes gens devront restituer ce genre de pensée. Ils ont revenir à la transcendance. Voilà. Mais ne me demandez pas de trop de choses de ce genre. Eh bien, merci Jean Raspail pour cet entretien estival breton.